Bonsoir. Ok, vous m'entendez donc, c'est cool. Donc bonsoir et bienvenue, merci d'être venu, donc il y a l'estrade qui est là, c'est cool. Aussi nombreux pour ce nouveau meet-up Star du X, qui est un petit peu particulier cette fois-ci, parce que comme vous le voyez, voilà, pardon, nous sommes donc chez Microsoft. Et en fait, on les remercie énormément parce qu'on a la chance de pouvoir s'inscrire un peu dans cette conférence qui était les Microsoft Experience et d'avoir cette prise de parole possible ce soir en marge de ce congrès. Encore une fois, un grand merci. J'aurai l'occasion de me répéter et on aura l'occasion de discuter peut-être avec eux après le meet-up. Mais voilà, on a l'opportunité de partager un lieu un peu privilégié et on est ravis de pouvoir faire ça avec vous sur ce sujet ce soir. Donc, je ne sais pas si vous nous connaissez tous, nous sommes UX République. UX République, donc on mène les meet-ups Star du X. Et en fait, parce que je reconnais quelques têtes, mais je pense qu'il y a quelques nouveaux, donc je fais un rapide tour de table sur qui on est. On est... les 4 associés du UX République ont voulu monter il y a à peu près 3 ans une expérience particulière autour de l'expérience utilisateur. Et en fait, qui va s'articuler autour de 2 grands domaines d'expertise. La user experience, bien évidemment, comme c'est pour ça que vous êtes là, qui va englober, je vous ai mis cette petite phrase de Norman, l'ensemble des aspects de l'interaction entre l'utilisateur final et une marque, ses envies ou ses produits. Et notre deuxième part d'activité, ça va être tout ce qui va être autour de la data vise. J'y reviendrai un peu plus tard, mais je pense que vous savez tous ce que c'est. En gros, comment on travaille chez nous? On est sur une méthodologie agile, on travaille sur la méthode UX Design Thinking, qui est en fait une approche un peu structurée, assez itérative, comme vous le voyez, conçue pour générer et développer des idées de manière un peu plus rapide que la moyenne, et grâce à des cycles de développement assez courts, pour essayer de fiabiliser le time to market et de favoriser l'innovation. En gros, chez nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer vos équipes, on va faire avec vous. Donc on va aussi former les équipes et on va coacher ensuite pour tout ce qui va être l'accompagnement, mais l'idée c'est pas de rester non plus monopoliser le travail chez vous, c'est vraiment de vous laisser la main ensuite et d'essayer d'évangéliser autour de tout ce qui va être question de user experience. Pardon. On est chez Microsoft, donc j'en profite pour vous présenter un de nos partenaires privilégiés, ce qui est spécialisé dans tout ce qui est IT Microsoft, c'est Selenza. C'est un cabinet d'excellence avec qui on travaille régulièrement sur la majorité de nos projets IT. Je pense qu'ils sont dans la salle, donc si vous voulez discuter avec eux, vous pouvez, n'hésitez pas, leur poser toutes les questions maintenant, après le meet-up. Ok, en gros, qu'est-ce qui se passe ce soir? Je vais faire un peu plus vite et je vais laisser la main. Pardon. On va avoir, comme dans tous nos meet-ups, plusieurs intervenants, et ensuite, on ira tous boire un coup ensemble, manger une part de pizza et discuter. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est comme notre temps est un peu court, c'est qu'on va écouter nos 2 intervenants, on va limiter les questions entre, et tout ce qui va se passer pour les questions et l'interaction qu'on va avoir avec eux se passe dans un deuxième temps, avec pizza et bière. On va commencer par Josserand, qui va nous parler qui est donc de chez UX République, qui va nous présenter la méthodologie Sprint Design. Et on va passer ensuite à Frédéric Serval, qui vient de Proximity BBDO, qui va nous présenter toutes les interactions qu'on va pouvoir trouver entre l'UX et la data. Et on aime bien faire aussi un petit jeu, généralement dans le meet-up. Il y a des tablettes qui vont passer entre vous. On fait un petit tirage au sort en fait parmi tous les participants et on vous fait gagner ce magnifique petit drone Parrot qui ne sera pas celui sur la photo, parce qu'on m'a dit qu'on ne l'avait pas trouvé pour ce soir, mais qui sera bien un drone Parrot, je ne sais plus lequel c'est, mais il est top. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez, on va commencer par devant, les tablettes ont passé, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à le faire. Et oui, ne partez pas trop vite à la fin, avant qu'on aille manger un coup, je vous dirai le gagnant. Voilà. Les prochaines dates, je fais vite là-dessus avant de laisser la main encore une fois. Les Stars du X, c'est quasi tous les mois, tous les 2 mois, suivant notre agenda. Le prochain, ça sera dans nos locaux chez UX République le 24 novembre, donc le mois prochain. Si ça vous intéresse, le programme, on va le mettre un peu à jour, il n'est pas encore tout à fait défini, mais vous le retrouverez sur meetup.com. Et il y a JS Star aussi qui est organisé par JS République, qui est le 27 octobre. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas non plus à vous rendre sur la page Meetup, il y aura toutes les informations dans pas longtemps.
La dernière information, mais pas la moindre, nous cherchons encore et toujours des talents. On grandit, tout se passe bien chez nous, on a envie de former et de travailler avec d'autres personnes exceptionnelles, un peu comme vous, qui êtes là tous ce soir certainement. Donc n'hésitez pas, vous verrez toutes les personnes pas comme moi, qui ont un t-shirt UX République, j'ai juste oublié de le mettre avant, qui sont les personnes en rouge que vous trouverez partout. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un CV. Et nous avons ici, comme vous pouvez le voir, 3 profils intéressants. Les UX évangélistes, qui sont en fait notre petit nom pour dire les UX designers, les UX activistes, qui sont des directeurs artistiques, et les UX scientists, qui sont des développeurs front. Donc n'hésitez pas, encore une fois, on est ravis de vous entendre et de voir ce que pouvoir travailler avec vous, peut-être. Voilà, je vous dis à tout à l'heure, je laisse tout de suite la parole à Josserand, et comme encore une fois, on prendra ensemble les questions à la fin du meet-up global. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Alors, bonjour à tous. Donc, moi c'est Josserand, je suis donc UX évangéliste et manager chez UX République. Je suis le chevelu à droite sur la photo. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur moi aussi? C'est qu'il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire. À vrai dire, c'était pas vraiment ça, mais c'était plutôt ça, pour être parfaitement franc. Et ces périodes d'anniversaire, c'est pour moi l'occasion de faire un point sur l'année écoulée. Et il se trouve qu'à peu près à la même période, avec un camarade qui s'appelle Michael, on a fait une petite présentation à Linkalban France sur une méthodologie qui était l'INUX. Elle commençait par un petit quiz où on relatait les différentes méthodologies, notamment le design thinking. Alors je ne vais pas le faire en détail, on n'a pas beaucoup de temps, mais le design thinking et ses 5 étapes, tout ce qui était lié au Lean Startup et sa boucle d'itération. Je sais pas si les méthodologies agiles avec également leur boucle d'itération, et tout ça pour arriver sur le LeanUX et ses boucles d'itération et ses étapes de conception. Aujourd'hui, je vais vous parler du petit dernier, c'est le Design Sprint. Alors, en gros, c'est une méthode de travail en 5 jours qui nous aide à répondre à des questions critiques. Donc, on va concevoir, prototyper, tester assez rapidement, et ça s'applique à des interfaces, des produits, des services, des espaces physiques, éventuellement même des stratégies, enfin, pas mal de choses. Alors là, vous avez une représentation d'une méthodologie de conception assez classique. Le design sprint, c'est la petite boucle bleue. Donc c'est vraiment, on va aller très vite de l'idée à l'apprentissage. Ça vient de Google Venture. Pour faire très rapidement, donc Google Venture, c'est un fonds de placement américain fondé par Google, et ils investissent dans des startups. Donc c'est pas si petit que ça. Ils ont couru des sprints, donc toutes ces boîtes-là ont déjà participé à des design sprints. Et en fait, c'est une méthode qui n'est pas si récente. L'homme qui se cache derrière, c'est Jack Knapp, donc il est design partner chez Google Venture. Il a déjà plus de 100 sprints à son actif, notamment auprès de Google Chrome, Gmail, Hangout, Google X, Nest. Et son premier sprint date de 2010, donc ça fait déjà quelques années. Alors si on regarde un peu plus dans le détail, en fait c'est une méthodologie qui est assez simple à appréhender pour un UX designer quand on est un peu familier avec tout ce qui est design thinking et l'INUX notamment. On retrouve les grandes étapes de ces méthodologies. À la différence, si vous l'avez compris, c'est qu'elles sont condensées en 5 jours. Et chaque jour a un objectif bien précis et s'articule jusqu'à la fin de la semaine. Avant de commencer, de rentrer dans le détail de chacune de ces journées, en fait, il faut mettre en place le sprint. Alors pour ça, on va choisir un grand défi. Plus le défi est grand, plus c'est chouette. On va former une équipe, on retrouve le principe des méthodologies agiles. Idéalement, c'est une équipe pluridisciplinaire. La différence, c'est qu'on va pouvoir envisager de former une équipe en fonction de l'objectif du sprint. On va identifier un facilitateur, comme on retrouve en Scrum. En Design Sprint, c'est le Sprint Master.
Et petite originalité, on donne un rôle de décideur. Il y a une personne dans l'équipe qui va être en charge de décider, parce que vous allez le comprendre un peu plus tard, vu qu'on n'a que 5 jours, il faut aller vite, et de temps en temps, le besoin de décider va être important. Autre petite subtilité, on n'a pas encore commencé à travailler, mais on va déjà planifier les tests utilisateurs qui auront lieu en fin de sprint. C'est ce qui va permettre de conditionner l'équipe. On bloque 5 jours calendaires, on réserve une salle avec au moins 2 tableaux blancs, et enfin, évidemment, préparer les petites fournitures. Pour l'anecdote, juste avant de partir sur cette slide, on peut courir des sprints de 4 à 175 personnes. Google a réalisé des sprints avec 175 personnes, donc c'est assez impressionnant. Je pense qu'ils faisaient des petits groupes. Donc la première journée, elle est dédiée à la compréhension du... il est vachement cet écran, hein. À la compréhension et au partage de connaissances. L'idée, c'est d'aligner tout le monde et de diffuser la connaissance au sein de l'équipe afin de développer une vision commune et de définir l'objectif. À l'issue de cette journée, on va se dire, OK, en fin de semaine, on va vouloir tester ça. Alors, quelques petits tips. La notion de commencer par la fin, on va essayer de se concentrer sur l'objectif plutôt que de réfléchir à comment est-ce qu'on va y aller. On n'oublie pas, personne ne sait tout, donc on partage. Et pensez à reformuler le problème en opportunité. C'est pas intéressant de travailler sur des problématiques. Réfléchissez à opportunité, c'est beaucoup plus simple. Il y a beaucoup de méthodologies pour faciliter ce partage de connaissances. J'en ai listé quelques-unes ici. Je vais juste en mettre une en exergue qu'on pratique souvent, nous, c'est un principe de warm-up. C'est un atelier qui peut durer 1 à 2 heures. Et en gros, on met tout le monde autour de la table et on va s'accorder sur, en haut à gauche, la cible, leurs besoins, la catégorie de produits, les bénéfices, la concurrence et les critères de différenciation. Ça permet de mettre tout le monde d'accord et de s'assurer qu'on a tous la même vision du produit. Alors, Jake et moi, pendant que j'ai fait toutes ces petites recherches, j'ai un peu lié une espèce d'intimité très personnelle, je pense qu'il n'est pas au courant. Et en fait, il vous rappellerait que personne ne sait tout, alors on partage les informations. C'est l'étape essentielle de cette première journée, c'est de partager. Le lendemain, on va attaquer la phase d'idéation. Donc l'idée, c'est d'avoir le plus grand nombre d'idées. Donc là, par contre, on se concentre sur les solutions. L'idée, c'est de mélanger, améliorer, rebondir sur ce qu'a fait le voisin. Tiens, j'ai vu ça à un moment, peut-être que je peux m'inspirer de cette solution. On fait des sketchs parce que c'est plus facile d'échanger sur une idée concrète qu'on a dessinée plutôt que sur une vague idée qu'on a du mal à expliquer. Enfin, tout le monde peut dessiner, on n'a pas besoin d'être sorti d'une école pour savoir dessiner, on attend des croquis, donc pas des dessins très fidèles. Et une petite subtilité, pour réussir vos ateliers, c'est un principe de travailler seul, ensemble. C'est qu'on va travailler un petit peu de son côté, partager derrière pour diffuser, mais le travailler tous ensemble, ça ne fonctionne pas très bien. Un atelier qui marche bien, c'est le Crazy 8. Alors c'est assez simple, on prend une feuille de papier, on la plie en 3, ça nous donne 8 cases, et du coup, sur un temps donné, on va faire 8 solutions à une problématique posée. Si vous voulez, je vous ferai la démo du papier plié, mais ça marche vraiment. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est très important pour Jake, le brainstorm de groupe, c'est pas efficace. Donc on va sketcher seul. Donc c'est vraiment la notion de je dessine un peu dans mon coin et sur un temps donné, et après je partage avec les autres, on refait une séance de sketching, et c'est ça qui marche bien. Le lendemain, donc, on a une idée du problème, on a sketché plein de choses, et justement on va attaquer une phase de décision. L'idée, c'est de choisir la meilleure idée et celle qui a le plus de chances d'atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et aussi, on va en profiter pour préparer en fin de journée, la journée du lendemain, qui sera dédiée au prototypage. Il ne faut pas oublier qu'une décision, ça coûte de l'énergie. L'équipe ne sera pas forcément d'accord, il va y avoir des négociations, donc pensez à bien préparer cette journée-là.
Et c'est là où justement le rôle du décideur peut être important. S'il y a trop de tension dans l'équipe, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a une personne qui va trancher, et c'est pas grave, on va partir sur cette solution, et puis on se prend pas la tête. Il n'y a pas de place pour les nouvelles idées abstraites. On travaille avec ce qu'on a fait les jours précédents. Là, on cherche vraiment à être efficace. Alors, il y a plein de petites méthodologies assez rigolotes pour faciliter la décision. Alors, il y a évidemment tout ce qui concerne le dot voting. Donc, on vote avec des pastilles, on accroche les choses au mur, on vote avec des pastilles pour donner notre avis. On peut la coupler avec une autre méthodologie qui est liée à tout ce qui est critique silencieuse. Donc, c'est-à-dire qu'on va voter en silence pour ne pas influencer les autres et pour que ce soit vraiment un vote objectif, pas sous influence. Une autre petite méthodologie qui est assez rigolote, c'est les chapeaux de Bono. En fait, ça fonctionne très bien si vous êtes dans une équipe qui n'a pas beaucoup l'habitude de travailler ensemble. En gros, chaque chapeau, on définit un sentiment, une attitude sur le chapeau. Et celui qui porte le chapeau doit habiter ce sentiment, donc le positif, le négatif, le rêveur, le technique, faites libre cours à votre imagination. Et du coup, une fois qu'on habite ce sentiment, on peut plus facilement critiquer, et ceux qui sont critiqués se sentent moins jugés. C'est assez chouette. Je vous ai dit aussi qu'on préparait en fin de journée le prototypage. Donc ça va essentiellement résider dans le fait de faire un storyboard du produit qu'on veut tester et de ce qu'on cherche à tester. Parce que du coup, le lendemain, on va pouvoir se dire, du coup, on va prototyper cette étape et cette étape. On a une journée de prototype, ça va vite, il faut l'optimiser. Alors sur la décision, Jake a un petit truc, c'est on va éviter les réflexions collectives et les contraintes commerciales, ça nous permet de prendre de meilleures décisions. On évite les discours de « j'essaye de te vendre mon tapis » ou des choses comme ça ne nous aide pas à prendre une décision, il faut qu'on soit efficace. Le prototype, alors vous l'avez compris, l'idée c'est d'obtenir un prototype. On est une équipe, on va chercher à organiser la production. On utilise du vrai texte, ça nous permet le lendemain quand on va tester d'avoir quelque chose de réaliste. Si on met du lorem ipsum dans les textes, en fait on se rend compte que les utilisateurs réagissent mal, alors qu'avec du vrai texte, ils arrivent tout de suite à se projeter dans le produit. On est pragmatique. À 16h, on lock, c'est l'heure de l'alpha test. Donc on va faire un premier test du proto, et du coup ça nous laisse suffisamment de temps sur la fin de journée pour corriger tous les petits problèmes qu'on rencontre sur le prototype. Le petit programme, donc on choisit le bon outil, on se répartit les tâches, on prototype, l'alpha test, on finalise. Sur le choix de l'outil, alors on va chercher un outil robuste, accessible, flexible, rapide. Alors nous, chez X Republic, on utilise beaucoup Axure ou Sketch, mais lorsqu'on est dans un design sprint, on ne va pas forcément utiliser les outils dont on a l'habitude de se servir. Notamment, s'il y a des designers plutôt UI, tout ce qui est lié à Photoshop ou Illustrator, ou ce genre de choses. Tout simplement parce que, en fait, on a envie de faire beau et on a envie de faire bien quand on utilise ces outils. Alors que là, l'idée, c'est d'aller très vite et d'avoir quelque chose de pas forcément, de plutôt joli, mais pas parfait. Donc c'est pour ça qu'on va aussi se permettre d'utiliser des choses comme Keynote ou PowerPoint, ou qu'on va éventuellement dynamiser dans InVision ou Marvel App. Parce que l'idée, c'est d'aller très vite, et notamment, on peut partager les tâches plus facilement avec un outil type PowerPoint ou Keynote, qu'avec un outil comme Axure où il faut monter un peu en compétences dessus. Le choix de l'outil, ça dépend vraiment des compétences qu'il y a dans l'équipe. Rappelez-vous juste, on a une journée pour prototyper, il faut aller vite. Ce qu'on cherche ici, c'est d'avoir une façade réaliste, ça nous suffit pour apprendre des utilisateurs. Pas besoin de rentrer dans du très exhaustif, c'est un petit peu un trompe-l'œil juste pour obtenir du feedback. Voilà, nous sommes vendredi, c'est la journée où on va enfin savoir ce que ça a donné, ces 4 jours de sprint. Donc on va tester nos idées auprès des utilisateurs. L'idée c'est d'apprendre, de prendre du recul, d'analyser et d'envisager les next steps. Sur tout ce qui est test utilisateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a le fameux chiffre magique, 5 personnes suffisent à soulever 80% des problèmes d'une interface.
Donc on n'est pas obligé d'en faire beaucoup. Là, on veut vraiment apprendre très vite. Donc dans le dispositif, il y a un responsable de test qui va s'occuper de réaliser les tests. Et l'autre partie de l'équipe regarde sur un écran la session de test. On regarde ensemble, on apprend ensemble. C'est un dispositif qu'on a mis en place chez X République. On a une salle de test et une salle d'observation, ce qui permet justement de pouvoir fonctionner de manière optimale. Donc vous l'avez compris, 2 salles, c'est l'idéal. Alors là, je parle de test utilisateur en interface. Au début, je vous ai expliqué que ça pouvait être sur plein de choses, les design sprints. Donc on peut très bien réaliser un objet et le tester avec des personnes, comme ça peut être juste en fonction de l'objectif qu'on s'est fixé, une validation auprès de stakeholders ou une validation technique du produit qu'on essaie de faire. Tout dépend de l'objectif qu'on s'est fixé en début de sprint. Petit truc assez rigolo pour la salle de test, en fait c'est le principe de scoreboard. Plutôt que de perturber les autres membres de l'équipe qui observent le test à faire des commentaires « Oh, t'as vu, oh, mais c'est pas possible qu'il n'ait pas vu ça », en fait on fait une observation très calme et on va noter sur des post-it toutes les petites remarques qu'on veut faire et on les colle sur un scoreboard. Et à la fin de la journée, on récupère tout ça et ça nous permet de faire une restitution et d'essayer de comprendre et de faire des regroupements. C'est assez chouette, c'est hyper intéressant, c'est ludique et c'est rigolo. Vous l'aurez compris, en fait, sur ce principe-là, il n'y a pas de perdant. On gagne ou on apprend. De toute façon, l'échec, il n'y a pas de place à l'échec. Alors la suite, ce qui se passe, c'est qu'en fonction des résultats de nos tests, soit, en fait, la plupart des choses, tout s'est bien passé. On a 2-3 petits ajustements. Et du coup, on va peut-être refaire un sprint sur la semaine suivante, mais il va être que juste de 2 jours. On va réaffiner le prototype, et refaire des tests utilisateurs. Finalement, on a encore pas mal de questions, on s'est pris un peu les pieds dans le tapis, donc du coup, on va refaire un sprint, mais un peu raccourci, sur 3 jours, et on ne va pas faire toutes les étapes. Ou sinon, ça arrive, finalement, l'idée qu'on a eue n'a pas rencontré l'utilisateur, et du coup, on va refaire un sprint complet avec l'ensemble des étapes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, donc, le design sprint, c'est une méthodologie de conception en 5 jours. Ça a permis de résoudre des grands problèmes et de tester des nouvelles idées. Moi, je vois le truc un peu, si vous voulez, on construit son sprint selon le problème posé. C'est un peu un template méthodologique où on a des grandes étapes en fonction des journées. On a une énorme richesse d'ateliers et ça va être juste, en fonction de l'objectif, on va construire son sprint. C'est un des points assez forts de la méthodologie. La recette magique, c'est la contrainte de temps de 5 jours fait qu'on est obligé, tous les participants du sprint sont obligés de sortir de leur zone de confort. On travaille rarement dans ces conditions. Le rythme est très soutenu, donc ça laisse un peu de place à beaucoup d'idées et c'est vraiment intéressant. Il y a une énorme richesse d'ateliers, de co-création, d'idéation, de décisions qui sont très intéressants à mettre en place. Et vu qu'on arrive à mobiliser une équipe pendant 5 jours sur un problème, on a des résultats qui sont vraiment surprenants. Avant de finir, je voudrais remercier mes camarades du X République qui ont couru des sprints cette année et qui m'ont gentiment prêté des visuels pour que je puisse étoffer la présentation. Enfin, donc, je vous le disais en début de présentation, il y a quelques semaines, c'était mon anniversaire, j'ai eu 39 ans, et petit comme beaucoup d'entre vous, j'ai rêvé d'être un super-héros, et je dois admettre que si je ne suis pas encore un super-héros, Design Sprint nous offre de super pouvoirs, et je serais ravi d'en discuter avec vous à l'issue de Meetup, si vous avez des questions. Merci à tous. Ouais, si, c'est bon. Voilà, bonsoir, Fred Serval. Alors, une petite minute, il faut juste que je règle des problématiques d'écran. Ça, on verra après. Ça fait un peu peur, mais ça va très bien se passer. Et voilà. Non, ça fonctionne bien. Super.
Alors du coup, vous allez voir la grosse différence entre l'UX et la data, c'est que moi je fais des slides noirs et blanches. C'est absolument tout, c'est à peu près mon haut niveau d'iconographie, c'est ça. Là, le sujet du jour pour moi, c'est donc du coup de rencontrer les gens à la fois qui travaillent dans l'UX ou qui s'intéressent à ces problématiques-là. Et en fait, il y a deux objectifs pour moi pour cette présentation. C'est de voir avec vous comment la donnée peut être utile au travail de l'UX, donc à la fois en amont d'une reco, au cours d'une reco, et après, et ça c'est un sujet qui est un peu plus rarement abordé, c'est savoir comment on peut utiliser l'UX pour alimenter la connaissance client, donc alimenter justement les départements data. Donc ça c'est mes deux objectifs. Je vais commencer par une petite présentation. Du coup je m'appelle Fred Serval, je suis responsable du département data de BDO Paris. Et là c'est une petite équipe de 10 personnes, des analystes, des data planners, des administrateurs de bases de données et des gens qui travaillent dans la business intelligence. BDO Paris, c'est une agence qui fait partie du groupe Omnicom. À Paris, en fait, c'est deux agences différentes. Il y a CLM qui fait de la publicité traditionnelle et Proximity qui fait du marketing relationnel, donc plutôt de la publicité digitale. Et les deux se rapprochent. Et en fait, il y a quelque chose qui est assez nouveau chez BDO, c'est que depuis 2 ans, il y a 2 départements qui se sont créés. Le département X et le département data. Et on a 3 clients qui sont structurants. Et en gros, l'objectif que nous a fixé l'agence, c'est de faire en sorte que ces 2 départements travaillent bien ensemble. Et nos 3 clients structurants, c'est Procter & Gamble au niveau monde, on a des problématiques Mars au niveau Europe et Mercedes au niveau local. Donc voilà, et juste un tout petit peu d'autopromo, je participe à une newsletter qui s'appelle probablement la meilleure newsletter du monde, et qui est probablement la meilleure newsletter du monde, en tout cas en français. Et du coup c'est une petite équipe de professionnels de la communication, donc on a des gens qui travaillent chez Click, donc côté Canal+, Publicis, Human to Human et donc BBDO, et on aborde plusieurs sujets, on aborde des problématiques de nouvelles technologies, on parle de l'organisation du travail, on parle de politique, et on parle de data. Et voilà, juste pour la petite info, on a été très fréquemment dans le top 10 des newsletters francophones, Nouvel Ops, etc. Donc c'est pas trop mauvais, on a des trucs intéressants et on essaye d'être régulier. Donc voilà, je finis là avec l'autopromo. Et je vais faire donc, mon intro qui s'appelle Intro, parce que je suis très sobre comme garçon. Et du coup, donc 2 sujets. On a un premier sujet qui est le sujet data. C'est quelque chose dont on entend énormément parler. Il y a beaucoup de buzzwords autour des problématiques data. On parle de data science, on parle de big data, on parle de machine learning, on parle de DMP. Au cours de cette présentation, je ne vais utiliser aucun de ces termes et ça va très bien se passer. Alors du coup, j'ai des sentiments ambivalents vis-à-vis de ces mots, c'est-à-dire que pour moi, ils représentent des problématiques techniques très concrètes et qui sont très sérieuses dans mon travail, mais la plupart du temps sont utilisées à mauvais escient. Et je pense que dans la plupart des entreprises, voire 95%, aucune de ces problématiques sont des problématiques internes. Donc voilà, on n'est pas tous des Amazon, on n'a pas tous des problèmes de structure, d'infrastructure de données extrêmement complexes. Donc normalement, quand on va parler de data et UX, théoriquement, on ne devrait pas forcément avoir à parler de ça. Alors du coup, pour moi, l'UX, c'est un petit peu compliqué, j'ai des fois du mal à vous définir. Est-ce que c'est des gens qui font de l'ergonomie? Est-ce que c'est des gens qui s'intéressent à tout le contenu de leur journée? Et est-ce que c'est vraiment nouveau? Et c'est souvent une question que je me pose par rapport à mes différents objets d'études. Et en fait, pour moi, l'UX, la manière dont je l'ai toujours vu, et c'est pour ça que je pense qu'on a autant de relations avec le département data, c'est que, en fait, je l'associe aux problématiques qu'il y avait dans les années 80 et 90, qui étaient d'analyser le comportement des gens dans les supermarchés. On faisait déjà des parcours clients, on faisait déjà de l'eye tracking, on se demandait déjà comment les gens se comportaient quand ils étaient confrontés à un étalage de produits. Pour moi, ça n'a pas énormément changé. Et entre cette époque-là et aujourd'hui, l'UX, enfin, les gens qui travaillent sur l'expérience utilisateur et les gens qui font des analyses de données statistiques, finalement, ils ont tout intérêt à combiner leurs efforts pour 2 raisons. Déjà, ils ont des objectifs communs, que ce soit les gens qui travaillent dans l'UX ou les gens qui travaillent dans la data. Notre objectif, c'est d'améliorer l'expérience client, de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible et d'identifier des opportunités d'amélioration. Et on a des moyens qui sont communs. On a souvent beaucoup d'outils qui sont communs entre les problématiques data et les problématiques UX. Et ça, je vais revenir dessus juste après sur les grandes familles d'outils qui recoupent les 2 sujets. Et en fait, la différence, c'est avec les objets d'études. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on va être vraiment sur la partie purement quantitative la plupart du temps. On va travailler avec des recettes de données et finalement, la partie visuelle, on va la laisser de côté. Et là où l'UX va nous apporter quelque chose, une ouverture vers la création, vers le design et l'application finalement de ce qu'on découvre en data. Donc du coup, sur les outils qu'on a en commun, en gros, il y a 3 grandes familles d'outils pour moi, si ça veut bien passer. Donc du coup, on a les outils qui sont les outils d'enregistrement. Donc ça va être des outils qui vont faire des heatmaps, qui vont faire des scroll maps. Alors j'imagine que pour les gens qui travaillent dans l'UX, ça leur parle. Ou voir qu'ils vont carrément enregistrer des sessions.
Donc regardez comment se passe le comportement d'un utilisateur et on va enregistrer les mouvements de sa souris. Après, on va avoir des outils de test et de targeting, donc pour faire des tests AB, des tests multivariés, aussi travailler sur les problématiques de personnalisation. Et depuis quelques années, on a aussi des outils qui permettent de faire des tests même au sein des mails en faisant appel à des images sur un serveur externe, etc. Et après, on a un troisième type d'outil avec lequel nous, on a tendance à travailler un peu moins, mais sur lequel on essaie de remonter normalement avec des problématiques d'analyse sémantique. C'est les outils qualitatifs qui vont finalement être soit des outils de questionnaire segmentés en fonction d'actions clients spécifiques, soit des outils de feedback. Donc, voilà. Donc, c'est trois grandes catégories d'outils. Il y en a plein. Si vous avez des questions sur ces outils-là, je peux vous donner des exemples après, on peut en discuter. Quand on fait de l'analyse statistique au service de l'UX, on a souvent un problème principal. Et le problème, c'est le problème du biais. Et du coup, il y a une citation de Mark Twain qui est souvent utilisée sur ces problématiques-là. Il y a trois sortes de mensonges, les sacrés mensonges et les statistiques. Et c'est vrai, c'est vraiment vrai. Et du coup, je vais vous faire une démonstration de ce principe-là et vous expliquer comment ça impacte l'analyse UX. Je vais vous donner un exemple simple que j'ai repris d'un blog qui s'appelle Science Étonnante, qui est un excellent blog pour ceux qui s'intéressent à la science et aux statistiques, je vous le conseille vivement. Et en fait, ça va être une expérience qui va vous démontrer un truc qui s'appelle en statistique le paradoxe de Simpson. Du coup, avant que je me lance dans la démo, juste comme ça, à main levée, qui est familier avec le concept de régression linéaire ? Ok, donc on est en minorité, donc je vais l'expliquer quand je vais le faire. Donc voilà, mais ça va très bien se passer. Je l'ai fait avec Quentin hier, il a presque tout compris. Et du coup, on va prendre un cas extrêmement simple. Et du coup, ça marche bien en général quand je fais la démonstration avec des étudiants. On va prendre une population de 200 personnes, 200 des étudiants, et à la fin d'une soirée, on va leur poser deux questions. On va leur demander combien ils ont consommé de bière, et on va leur demander sur une échelle de 1 à 12 quel est leur niveau de libido. Donc voilà, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'il y a un rapport entre la consommation de bière et le niveau de libido? Donc question simple, réponse simple, on a 200 personnes. Alors du coup, là je vais passer sur un outil qui s'appelle R. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui sont familiers avec R. Ouais, alors du coup c'est un truc qui est vraiment important, c'est un langage qui a une quinzaine d'années, qui est vraiment extrêmement pratique quand il s'agit de faire des statistiques et qui permet d'aller vraiment très très loin dans l'analyse de données. Donc du coup moi j'incite tout le monde à faire du R, je pense que c'est absolument nécessaire, mais personne ne m'écoute, mais c'est pas grave. Alors, donc du coup je me dis une démonstration codons plutôt que de parler, puisqu'on est quand même... chez Microsoft, je me dis bon, on peut faire des trucs un peu sérieux, donc je vais m'asseoir, je vais essayer de tourner la tête sans me faire un torticolis, et vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Alors du coup, cette première partie, pas très important, en fait là je télécharge une librairie qui permet de faire des graphes. Ça non plus, pas très important, c'est un truc pour... en fait c'est pour des soucis de faire des analyses qui puissent se reproduire quand j'utilise des variables aléatoires. Et là je vais créer un set de données. Donc ce set de données, ça va être mes 200 observations, donc mes 200 personnes qui vont me dire, sur une échelle de 1 à 12, quel est leur niveau de libido, et quelle a été leur consommation de bière entre 0 et 8. Donc je crée ce set de données, donc du coup j'utilise des distributions normales pour ces données-là. Donc là on voit dans mon environnement de travail, j'ai donc bien mon set de données, j'ai 200 observations, 300 variables, et du coup mes variables c'est, est-ce que ce sont des hommes, des femmes, quel était leur niveau de consommation de bière, et quel est leur niveau de libido. Et du coup, je vais regarder et m'assurer que oui, j'ai bien deux distributions normales pour les deux variables qui m'intéressent. Hop, alors du coup, alors là c'est un peu petit. Mais en gros, voilà, j'ai plus ou moins une distribution normale sur la consommation de bière. Et est-ce que j'ai une distribution normale sur le niveau de libido? Alors, qui est familier avec le concept de distribution normale? Ok, bon, en gros, l'idée c'est de voir si un échantillon est normal, en fonction, enfin, si on suit une courbe de Gauss. Donc, si on a une petite cloche, c'est que tout va bien. Et du coup, là, j'ai mon histogramme pour le niveau de libido, et pareil, j'ai un histogramme qui me montre une distribution normale. Donc du coup, j'ai ces 200 observations. Ce que je vais faire, c'est une régression linéaire. En fait, la régression linéaire, ce que ça va me montrer, c'est est-ce que statistiquement, je peux bien dire de manière totalement objective qu'une variable est bien associée à une autre. Et là, dans mon cas, ce que je vais vouloir prouver, c'est est-ce que je peux dire avec un taux de certitude extrêmement élevé si la consommation de bière est bien liée à la libido en fait. Donc du coup, je fais un petit modèle et là je vais vous faire un graphique qui va vous montrer la relation entre ces deux variables. Hop.
Donc voilà, donc du coup, là j'ai le niveau de consommation de bière, là j'ai le niveau de libido, chacun des points en fait est un individu. Donc du coup, cette personne-là a bu 4 bières et a bu 4 bières et un niveau de libido de 3. Et en fait, la ligne que je vois au milieu, c'est la tendance de relation entre ces deux variables, donc c'est ma régression linéaire. Et il y a un concept qui est super important en stats, c'est le petit p, il faut qu'il soit inférieur à 5%. En gros, ça me dit quelle est la probabilité que la corrélation soit due au hasard, et là je suis à 1 fois 10 puissance moins 26. Super fiable, là je peux vous dire, je suis sûr de moi, la consommation de bière est bien liée au niveau de libido. Et pourtant, c'est complètement faux. Et du coup, je vais vous le montrer maintenant, et je vais prendre en considération une troisième variable, parce que je suis un analyste un peu malin, et je me dis, le niveau de libido, il y a quand même un truc qui me semble pertinent, c'est peut-être le sexe des individus. Alors je sais pas, je ne veux pas forcément faire de préjugés, mais je me dis, il y a potentiellement un truc qui pourrait être intéressant à voir. Du coup, je vais faire un deuxième modèle, et du coup, je vais faire exactement le même graphique, mais cette fois-ci, je vais séparer mes populations en fonction que ce soit des hommes ou des femmes. Et on va regarder quelle est la valeur du petit p pour savoir est-ce que j'ai bien une corrélation entre la consommation de bière et la libido. Et du coup, on lance le graphique, et on a ce magnifique graphique où on voit absolument aucune tendance, aucune relation. C'est-à-dire que la consommation de bière n'a absolument aucun impact sur le niveau de libido, et on voit mon petit p, il est presque à 20%, donc complètement faux. D'accord ? Donc du coup, la valeur prédictive de ce modèle-là est extrêmement mauvaise. Et si on regardait les résumés, du coup, je ne vais pas passer de temps dessus, on se rendait compte que la valeur qui explique le niveau de libido est principalement le sexe, et pas du tout la consommation de bière. Et pourtant, statistiquement, j'ai pu vous le prouver. C'est-à-dire que oui, on a bien, plus on a de bière, plus on a un niveau de libido moyen important. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver en expérience utilisateur. Et je vais vous donner un cas un peu plus concret qui va être assez clair, normalement, puisque du coup, ce sera juste un petit tableau. On va prendre un formulaire A et un formulaire B, et on va regarder quel est son taux de complétion en fonction que ce soit du mobile ou du desktop. Si je regarde le taux de complétion moyen du formulaire A et du formulaire B, je me dis que le formulaire B performe mieux. D'accord ? J'ai un taux de complétion à 80%, alors que le formulaire A a un taux de complétion à 79%. Le problème, c'est qu'on a deux ensembles qui sont différents. En fait, le formulaire A est plus exposé aux gens qui sont sur desktop, et la moyenne des gens qui sont sur desktop performe moins bien. Et du coup, quand on regarde l'ensemble, on a la fausse impression que le formulaire A fonctionne moins bien, alors que si je découpe par device, si je segmente mon trafic, je vais me rendre compte que dans un contexte équivalent, si je compare les mêmes choses, en fait, le formulaire A est systématiquement meilleur que le formulaire B. D'accord ? Donc du coup, s'il y a un truc que vous devez garder en tête quand vous faites des analyses en amont d'une recommandation X, c'est ne faites jamais les moyennes. C'est une catastrophe et il ne faut absolument pas le faire. Il faut toujours se poser la question de quelles peuvent être les autres variables explicatives qui me montrent qu'il y a une situation qui est meilleure qu'une autre, et est-ce que c'est vraiment le cas. Donc du coup, ça c'est le premier point. Donc maintenant qu'on sait ça, comment la data va servir à alimenter une reco UX ? En général, ce qu'on essaye de faire, et je vais essayer d'aller assez vite parce que la deuxième partie va être aussi assez intéressante, je me fixe sur trois points clés en fait pour s'assurer que les gens qui font de la data, les gens qui font de l'UX travaillent bien ensemble. Le premier point, et ça va faire écho à ce que présentait Josserand tout à l'heure, c'est qu'en fait c'est vachement important d'itérer en fait. Le problème, c'est que travailler sur des problématiques data, répondre à des questions UX, ça prend beaucoup de temps, ça peut être extrêmement compliqué, et il y a beaucoup de problématiques techniques que la personne qui travaille du côté de l'UX ne va pas forcément prévoir. Donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un workshop avec des gens de l'UX et des gens de la data, si possible pas de commerciaux, même si on les aime beaucoup, c'est pas toujours facile de les avoir avec nous en réunion. Et l'idée, en fait, c'est de partir des questions business du client, de comprendre quels sont les enjeux, de comprendre ce qui est disponible en termes de données et retranscrire les questions UX en questions data. Et ne pas essayer de répondre à tout. On fixe une série de questions, on priorise ce qui est le plus important, et en fait on va faire une session intensive où finalement on va avoir des gens de la data qui vont aller extraire des données, faire des analyses, etc. Et une semaine ou 2 semaines plus tard, présenter leurs résultats. Alors présenter les résultats déjà pour commencer à partager l'information, et aussi pour répondre à des questions complémentaires, parce que souvent, une fois qu'on commence à communiquer des informations sur des découvertes qu'on a faites, mécaniquement, la personne qui travaille du côté UX va avoir des questions de suivi, va se dire « Ah oui, d'accord, mais dans tel cas, comment ça se passe ? Tel parcours, comment ça se passe ?» Donc du coup, l'importance de l'itération est vraiment plus efficace plutôt qu'avoir un énorme brief et devoir débiter des tonnes d'analyses qui sont après extrêmement indigestes à retranscrire. Le deuxième point, c'est la segmentation. Et ça, on l'a vu tout à l'heure. Segmenter son trafic, c'est absolument déterminant. Ça nous permet d'identifier des parcours clés.
Et en fait, il faut vraiment pas avoir peur d'éliminer le bruit, en fait. C'est-à-dire que il faut vraiment pas, faut avoir aucun remords avec le fait de décider que finalement, quand on regarde son outil de Web Analytics, ou n'importe quel outil qu'on veut utiliser dans ce cas-là, de se dire, mais en fait, il y a toute une partie de la population qui a été observée qui ne m'intéresse pas, parce qu'elle est arrivée sur une page qui ne m'intéresse pas, parce qu'elle est venue d'une campagne qui ne m'intéresse pas. Et du coup, en fait, il ne faut pas avoir peur de dégager ces choses-là pour pouvoir se concentrer sur les choses qui comptent, se concentrer sur des éléments déterminants de mon parcours client. Et après, pour toute la partie restitution, ce qui va être vraiment important, c'est faire le travail de synthèse. Du coup, pour le travail de synthèse, on n'a pas énormément d'outils, mais il y a pas mal de choses qui permettent de simplifier la manière de communiquer une information quand on parle du X. Il y a un truc qui est un peu old school qui s'appelle l'index, qui vient des études de marché. Et en gros, l'idée, c'est de voir des décalages entre une population cible et une population générale. Donc typiquement, on va regarder parmi l'ensemble des sessions qui m'intéressent, parmi les gens qui ont fait cette action en particulier, quelle était leur propension à faire telle ou telle autre action. C'est un truc qui va bien marcher aussi avec les matrices de corrélation. On va avoir des événements en abscisse et en ordonnée, et on va voir à quel point les gens qui ont fait l'action A ont aussi fait l'action B, pour essayer de comprendre un peu quels vont être les parcours les plus récurrents et quels sont les éléments du site qui fonctionnent bien ensemble. Et enfin, il y a un dernier élément qui est important, c'est les flux de navigation. Alors dans beaucoup d'outils d'analytics, vous avez des outils de flux de navigation qui sont absolument imbitables. Qui sont très jolis, mais en fait, encore une fois, le problème c'est l'information a beaucoup de bruit. C'est-à-dire quand vous allez dans Google Analytics, pour ceux qui utilisent Google Analytics, et que vous regardez la navigation de page par page, si vous avez 10 000 pages différentes sur votre site, c'est extrêmement difficile d'identifier un parcours client. Donc ce qui est important quand vous faites de la navigation, c'est de faire la navigation catégorielle. Regroupez vos pages en sous-ensembles et regardez comment les gens se déplacent d'un sous-ensemble à un autre, lesquels restent bloqués dans un sous-ensemble particulier, et regardez comment la navigation se fait. Donc regroupez ces pages par catégorie, soit par enjeu, soit par typologie, soit par format. C'est vraiment déterminant. Et du coup, j'arrive à ma deuxième partie, qui est, et je ne vais pas trop vite, j'ai 5 minutes, et je vais pas trop vite. Si, ça va? Non, ça va. Qui est finalement dans l'autre sens. Et ça, c'est un truc dont on parle assez peu, mais c'est finalement comment l'expérience utilisateur peut travailler au service de la connaissance client. Donc souvent on réfléchit en termes de parcours client et on s'intéresse souvent à une personne en particulier, à une attente, à un objectif de communication et à une fonctionnalité qu'on va proposer à un instant donné. Ce qui est intéressant de rajouter à ces parcours clients, c'est de voir finalement quelles données on va utiliser pour identifier l'état d'un client dans son parcours. Donc typiquement ça peut être sur quelle page il est entré, le fait qu'il ait cherché une information particulière qui va me permettre de l'identifier, qui va être un trigger en fait, donc du coup je vais avoir une donnée qui va me permettre d'identifier quelqu'un, et après en fonction des actions qu'il fait, se poser la question de quelle information je vais récupérer pour alimenter la suite du parcours. Donc là c'est un truc qui est extrêmement théorique, donc on a un parcours client extrêmement synthétique, on a quelqu'un qui entre sur un marché, qui fait une première action de transaction, qui est embasé dans un programme et qui est après fidélisé. Et du coup on va identifier l'intérêt, on va récupérer l'information des produits qui l'intéressent, ça va nous permettre de faire une pré-segmentation et après utiliser l'historique de ces actions pour le cibler et faire de la personnalisation. Mais l'expérience utilisateur, et ça qui est vraiment important, peut être au service de cette information-là. Et pourquoi je pense que c'est important? C'est parce qu'en fait, déjà, il y a un énorme problème avec les limites du déclaratif. Je ne sais pas si vous savez, en gros, quel est le taux d'erreur quel est le taux d'erreur sur les réponses à la question « Quel est votre sexe ?» sur un formulaire, à votre avis? 30%. Comment? Alors en général, et c'est déjà beaucoup, c'est entre 3 et 4%. Donc on admet que entre 3 et 4% des gens qui ont répondu à la question « Quel est votre sexe ?» sur un questionnaire d'inscription se sont trompés. Alors soit parce que c'est volontaire, parce qu'ils ne voulaient pas donner l'information, soit parce qu'ils n'ont pas regardé, enfin peu importe. Du coup sur une question aussi simple, une question binaire, est-ce que vous êtes un homme ou est-ce que vous êtes une femme, on a déjà entre 3 et 4% de taux d'erreur. Quand vous demandez son âge à quelqu'un, ça devient compliqué. Et quand vous travaillez par exemple dans les couches pour bébés et que vous demandez l'âge des enfants, là ça devient extrêmement sensible. Et du coup, ça c'est un autre sujet qui touche les problématiques d'intrusion en fait. C'est-à-dire que souvent on va avoir des questions qui vont être intrusives pour le client. Il ne va pas comprendre pourquoi on va lui demander ça. Et si le bénéfice client de donner l'information n'est pas extrêmement clair, extrêmement transparent, on va avoir des problèmes. Il y a certains marchés sur lesquels c'est extrêmement problématique. Et je pense par exemple à l'Allemagne, on a énormément de problèmes avec nos formulaires d'inscription, il faut qu'on les simplifie au maximum, parce qu'en fait les Allemands sont extrêmement vigilants sur les informations qu'ils donnent à une entreprise, ce qui est très très sain d'ailleurs, on devrait être plus comme ça, et du coup si on ne comprend pas le bénéfice qu'il y a derrière, on n'a aucun intérêt à donner l'information, et les gens se posent de plus en plus ces questions-là. Et c'est là où l'UX peut nous aider.
L'idée, en fait, c'est de capitaliser sur le comportemental. Et les choses qu'on essaye de développer et qu'on fait pas mal sur les projets qu'on a, notamment parce qu'on travaille sur des problématiques bébés, on travaille sur Blédina et sur Pampers notamment, et là c'est des sujets qui sont particulièrement sensibles. L'idée, en fait, c'est de proposer des fonctionnalités ou des services dédiés qui vont à la fois améliorer l'expérience de l'utilisateur, mais me permettre moi de mieux le qualifier sans qu'il ait besoin de me donner volontairement une information. D'accord ? Et du coup, ça va être soit en standalone, donc potentiellement ça pourrait être une application, on lui propose un service, mais en même temps on va corréler son profil sur l'application avec son profil sur notre base de données CRM, ou sinon ça peut être intégré carrément à un site ou à un programme. Et du coup, là comme exemple, et je pense que c'est un exemple qui va probablement vous parler, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des enfants en bas âge, mais il y a un problème quand on travaille sur les couches, c'est la taille des couches. Et quand vous avez une couche de la mauvaise taille, vous passez à un très mauvais moment. Parce qu'en général, il y a de la merde partout. Et c'est vraiment pas très agréable. Et c'est une vraie problématique pour les parents, savoir quelle est la bonne taille de couche pour son bébé, en fonction de son poids, de son âge, de son niveau d'activité. Et nous, c'est difficile de récupérer cette information-là. On ne peut pas juste lui dire, juste lui demander brutalement quel est l'âge de ton bébé. Mais par contre, si on propose une solution où on va aider les parents à trouver la bonne taille de couche en fonction de sa problématique, ça fait qu'on va lui proposer un petit questionnaire en ligne avec une belle interface. On va lui dire quelle est la taille de ton bébé, quel est son poids, est-ce qu'il a déjà eu des fesses irritées, et quel est son âge. Et du coup, basé là-dessus, on va pouvoir l'aider à lui proposer la couche adaptée à son besoin. Donc on lui donne un service et lui nous donne une information. Et en fait, ça se fait de manière extrêmement neutre et relativement pas douloureuse, et ce qui fait que finalement, quand on aura cette nouvelle gamme de couches qui est extrêmement bonne pour les irritations des fesses de bébé, ben on saura que telle maman a eu des problèmes d'irritation sur ces couches en particulier. On sait qu'à un instant T, son bébé faisait tel poids et on sait qu'il a à peu près tel âge. Et en fait, cette manière-là de récupérer les informations et de l'intégrer à un parcours client, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit énormément travailler, commencer à mettre de plus en plus les formulaires de côté et vraiment penser à des problématiques de service. Du coup, voilà, c'était mon dernier point. Alors, j'avais prévu de parler de ça, mais ça va être un petit peu compliqué, donc du coup, ça va être juste ma conclusion, mais on pourra en parler après. Je pense qu'en statistique, par rapport à l'expérience utilisateur, il y a 3 outils théoriques en stats qui sont assez intéressants. Il y a les ACP focalisés, mais du coup on en parlera plus tard, mais l'idée en gros c'est de regarder un indicateur en particulier, voir comment une multitude de variables ont un impact sur elle. Donc du coup typiquement en analytics, quand on va avoir des centaines de variables différentes pour un même utilisateur, c'est bien d'avoir ce type d'outil qui vient plutôt du data mining. Les arbres de régression qui va me permettre, qui a de bonnes valeurs analytics, qui va me permettre de pouvoir regrouper les individus par cluster en fonction d'une série de comportements et avoir une probabilité de faire une action donnée. Et après il y a l'échelle de Markov. Donc voilà, mais bon, ça j'ai pas vraiment le temps d'en parler là, mais on peut en discuter après. Et je voulais vous dire déjà merci à UX Republic pour m'avoir invité. Et du coup, j'espère avoir montré mon point qui est faites attention aux biais et utilisez l'UX pour travailler la connaissance client. Merci beaucoup. Ok, merci à Josserand, merci à Frédéric. On est presque pile dans les temps, ce qui est pas mal, on n'est pas trop loin. Du coup, je vous invite vraiment à rester pour la suite si vous avez des questions pour les 2 intervenants qui vont rester un petit peu avec nous pour échanger. Donc restez dans le coin, posez toutes les questions, ils sont à votre disposition. J'ai un petit point rapide à faire, il y a une deuxième tablette qui circulait dans laquelle... Ouais, on va la récupérer quand même. C'est bon? Elle est dans le coin? Ok, on va juste la récupérer, ne partez pas avec s'il vous plaît, ça serait cool. Et du coup, on a une grande gagnante ce soir. Est-ce que j'ai Julie Morvan qui est là? Ouais, bravo Julie. Félicitations. Voilà. Et ben, tu as gagné un drone, hein, parce que c'est chouette. Je propose qu'on essaye à l'apéritif avec Julie après, ça pourrait être super cool. Ben voilà, félicitations, merci d'être venus. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, on se retrouve juste là maintenant pour discuter, échanger. N'hésitez pas, voilà, à poser toutes les questions.
voulez, à nous qui sommes là, à nous laisser vos CV, parce qu'encore une fois, on vous attend. Et encore une fois, merci à toutes et à tous d'être venus ce soir. Merci beaucoup et à bientôt pour le meet-up. Salut!